Bonjour à tous, bienvenue aux Agents libres. David Corbeil, Monsieur Corb, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Quelle présentation comme celle-là, ça va. C'est tout le temps ma force, les présentations de début. Oui, tu as beaucoup de talent. Ah, merci David, en tout cas, j'apprécie que tu reconnaisses mes talents. Bref, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, écoute, le début de la saison MLB qui vient de commencer, les camps d'entraînement. J'ai dit saison, mais c'est camps d'entraînement. Même nous autres à Baseball Québec, on voit là, que ça s'en vient et que les choses avancent, tout ça. Fait que j'ai décidé de contacter je dirais pas un bon ami à moi, mais une personne que je connais bien, Pierre Arsenault, qui a été recruteur avec les Marlins de Miami, qui a été aussi avec les Expos à l'époque. Donc, on parle à lui aujourd'hui. Pour vrai, je pense que tu vas être super content, Corb. C'est une bonne personne, puis beaucoup d'expérience. Aucun doute, honnêtement. Là, j'ai été lire sur lui quand j'ai su que c'était notre prochain invité. Puis le gars a du vécu comme très peu de gens dans le baseball majeur. Il a fait partie des Expos, des Marlins, à plusieurs postes différents. Fait que, oui, j'ai vraiment hâte d'y parler. Puis je suis sûr on va très bien meubler là, les minutes qui suivent. Oui, tout à fait. Corb, avant de passer à Pierre qui nous attend, parle-nous de nos commanditaires d'aujourd'hui. Je vais te parler de notre ami, mon ami, ton cousin, Frédéric Etier de Accès électrique. Fred, dans tout ce qui est un projet électrique, là, mieux que changer une ampoule, c'est votre homme, il est partout. Son cellulaire, 514-617-6606. Fait que peu importe. Là, il sait ce qu'il m'a dit. L'autre fois, il m'a dit si on pogne un client avec le podcast, ça va à peine. Fait que j'espère que quelqu'un va l'appeler. Ouais. OK. Ah, c'est sûr que ça va à peine. Puis ça vaut tellement la peine que le deuxième commanditaire, c'est quelqu'un qui revient pour une deuxième saison de suite. Tu sais, quelqu'un qui est commanditaire pendant un certain temps et qui dit Hey les boys, j'aime ça, je veux recommanditer encore. C'est Solimax. Même si j'ai scrappé son nom une couple de fois, même si j'ai dit plein d'affaires qui n'avaient pas rapport, Joe Grenier de Construction Solimax a décidé de revenir avec nous. Eh oui. On est bien content d'une deuxième saison, deuxième commandite avec Joe. Fait que merci à lui. Construction Solimax. Joe, c'est un entrepreneur général sur la rive nord de Montréal pour tous vos projets de construction. Je te laisse y aller avec le site Internet. Puis, en fait, c'est son numéro de téléphone, 514-290-2326 pour le rejoindre. Comme tu as dit, il va même à Montréal. Non, sur la rive nord. Il reste sur la rive nord. Ouais, c'est ça. Hein? On les remercie, Accès électrique et Joe Grenier de Construction Solimax. Corb, on s'en va rejoindre Pierre qui nous attend, comme je disais, puis on espère que ça va être intéressant. Pierre Arsenault, bonjour, ou bonsoir en fait. Salut messieurs, ça fait plaisir d'être ici avec vous deux. Hey, bien content de t'avoir, Pierre. Écoute, j'ai hâte aux prochaines minutes qui s'en viennent. J'ai lu sur toi, puis moi aussi, je voulais te remercier personnellement d'avoir accepté l'invitation. Ouais, un gros merci. Pierre, je sais que tu es un gars de sport. On s'est parlé à quelques occasions, puis tu aimes le sport, pas juste le baseball. Fait que peut-être qu'on parlera de la semaine du Canadien un peu plus tard. Mais un gars de sport veut aussi dire qu'il aime ça prendre une petite bière en discutant sport. T'en prends-tu une avec nous autres à soir? Hey, c'est sûr et certain. Si vous m'invitez, ça fait plaisir. On aime ça. Juste comme ça. Pardon? Je suis pas pour refuser ça, c'est sûr et certain. Je sais que David aime bien s'entendre ça. Oui, ça me fait plaisir. Ça nous, comment je te dirais bien ça? Ça nous identifie d'une certaine façon. Surtout, le baseball, c'est un sport d'été. Puis, travailler en Floride sur le terrain, là, quand il fait 35 à tous les jours avec de l'humidité dans le plafond, je veux dire, une bonne petite bière après partie, ça faisait du bien. Ah ouais, ça doit. Est-ce que ça se fait aux professionnels? On pense tout le temps à des ligues de garage, mais les coachs ou les joueurs, après une game professionnelle, en tout cas, peut-être pas à cette époque-ci, peut-être plus à l'époque, dans ton époque, mais prennent-tu une petite bière après game ou après pratique? Oui, ça a changé beaucoup. Dans les dernières années, avec l'alcool au volant, ça a changé beaucoup. Même en 2010, ma dernière année dans le vestiaire avec Miami, on pouvait quand même avoir de la bière dans le frigidaire un peu, mais pas beaucoup. Dans le temps, il y avait toutes sortes d'alcool dans un vestiaire. Naturellement, pas avant les matchs, c'était seulement ouvert après les matchs. Mais tu allais dans le sauna, tu prenais une bière, tu parlais de la game, tu parlais du match qui venait d'avoir lieu sur le terrain. Puis souvent, c'est là qu'on avait des belles discussions. Puis je trouve que le sport aujourd'hui, on a perdu un peu cet aspect-là où les gars sont assis après la game puis parler de ce qui s'est passé,
on dirait que les gars aujourd'hui, là, la nouvelle génération, souvent, ils ont plus tendance à vouloir s'en aller, manger, prendre peut-être une petite bière bien, bien vite, mais s'en aller. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils rencontrent quelqu'un. Fait que ça a changé. La business a changé beaucoup de ce que je comprends. Tu sais, nous, le sport, c'est un peu thérapeutique dans les ligues de garage. C'est qu'on aime la game, mais on aime l'après-game souvent. C'est un peu pour ça qu'on joue. Mais eux, avec les contrats et tout ce qui les implique, là, ils font plus attention de ce que je comprends. Ils font attention et puis il faut réaliser que la plupart des joueurs dans le baseball, là, je ne te parle pas des autres sports, mais au baseball, les gars, ils arrivent au terrain vers midi. Ouais. À midi, les gars vont dîner ensemble, ils vont s'entraîner. Puis habituellement, tu ne partiras pas avant 11 h le soir. Fait que tu es là pendant toute ta journée, tu es au stade. Oui. Alors, tu sais, je veux dire, je comprends que les gars, après un match, ils ont hâte de s'habiller, d'aller voir leur famille, de passer du temps en famille. Alors, c'est sûr que ça a changé, mais je pense que c'est à raison que les gars, ils arrivent tellement de bonne heure. Quand j'ai commencé avec les Expos en 87, les gars arrivaient au stade 2 h, 2 h 30, 3 h pour l'entraînement qui commençait peut-être à 3 h 30, 4 h. Mais ça change, puis les gars sont en meilleure forme physique. Les gars s'entraînent beaucoup plus fort qu'ils s'entraînaient dans le passé. Alors, c'est le futur. C'est correct. Il n'y a rien de mal avec ça. Là, JF, je vais te laisser introduire Pierre. On veut entendre parler de toi. Vas-y, Pierre. Tu viens de le faire. En fait, Pierre, nous autres, on veut savoir, Pierre Arsenault, pour ceux qui te connaissent moins, là, qui suivent un peu moins le baseball, mais parle-nous de ton parcours, où tu as commencé, puis jusqu'où ça t'a mené, si tu veux bien. Bien, disons que j'ai toujours aimé le baseball puis le hockey. J'étais plus un joueur de hockey quand j'étais plus jeune. Okay. Et puis, ça a vraiment commencé avec mes chums à Ville-Saint-Laurent, un été. Une couple de chums ont dit « Hey, pourquoi qu'on ne joue pas au baseball dans une équipe? » On jouait toujours dans le parc à côté de la maison. On s'amusait, on avait du plaisir. Puis c'est un de mes chums qui a décidé ça une journée. Il dit « Hey, on va s'inscrire. » Et puis, ça a commencé comme ça. Moi, je voulais être joueur de troisième but. Fait que j'ai commencé mon année au troisième but dans le Pee-Wee. Et puis, tout allait bien jusqu'à troisième ou quatrième pratique. Notre receveur a lâché, il a tout lâché, il ne voulait plus jouer au baseball. Fait que le coach, il a dit est-ce que quelqu'un qui aimerait ça être receveur? J'ai été le seul imbécile à lever la main. Et ça a été la fin. J'ai été conquis par la position. J'ai adoré ça. Puis surtout au Québec, il fait froid au mois d'avril pas au mois de mai. Fait que quand tu es receveur, tu es le seul joueur sur le terrain avec le lanceur qui n'a pas froid. Puis je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai absolument adoré devenir receveur. Et puis, c'est ça, j'ai eu la chance de jouer mon baseball junior à Ville-la-Salle, avec des bonnes équipes à Ville-la-Salle. Et puis, ma dernière année junior, c'est là que j'ai capté l'œil d'un dépisteur, ce qu'il appelle un bird dog. C'est pas un dépisteur à temps plein, mais c'est quelqu'un qui travaillait pour les White Sox de Chicago. Qui me regardait jouer. Et puis, j'avais eu tellement un bon début de saison. Lui, il a attendu de me parler parce qu'il se demandait si c'était juste un feu de paille. Là. Si c'était juste un bon début de saison, il voulait voir. Fait que je n'ai pas su qu'il était dépisteur et qu'il me suivait pas avant le mois de juin. Okay. Alors, c'est au mois de juin qu'il a commencé à me parler. Et puis, au mois de juillet, c'est là qu'ils ont envoyé le dépisteur des White Sox de Chicago, 2 dépisteurs des White Sox pour venir me voir. Et puis, par la suite, ils m'ont offert un contrat. Parce que dans ce temps-là, ça fait assez longtemps, le 1984, il y avait pas les Canadiens n'étaient pas éligibles au repêchage. OK. Alors, les Canadiens, on était tous joueurs autonomes. OK. Et c'est là que j'avais eu des discussions avec Jim Fanning et Ron Piché des Expos, des hommes que j'ai adorés, qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Mais dans ce temps-là, les Expos avaient beaucoup de receveurs dans les ligues mineures. Alors, ils ne pouvaient pas m'offrir un contrat, mais les White Sox sont arrivés puis ils m'ont offert un contrat. Et puis, naturellement, j'ai sauté sur l'occasion. Si on recule un peu dans ta carrière, j'ai lu quelque part que tu détenais toujours un record avec les Cards de la Salle. 12 points devant mes gars. Hey, la bonne nouvelle, c'est que c'est enregistré à soir, ils vont pouvoir écouter ça. Mais 12 points produits dans un match. Wow. Et si j'ai bien lu, 3 circuits de 3 points. Oui, on avait, nous autres, une de nos bêtes noires et puis aussi une des équipes avec la plus grande rivalité, c'était la Verdun. La Salle Verdun, c'était une rivalité incroyable. On ne s'aimait vraiment pas. Et puis, on avait eu tout un match. On avait gagné, je pense, 32-5. Wow. Et puis, c'est une situation rêvée dans le sens qu'à chaque fois que je me présentais au bâton, il y avait 2 gars sur les buts, puis j'ai frappé 3 circuits de 3 points. Et puis, je pense que j'ai eu un
un double de 2 points et un ballon sacrifice. OK. Alors, 12 points produits dans le match. On ne savait même pas dans le temps que c'était un record. C'est juste le lendemain ou le surlendemain que quelqu'un nous a approché et m'a dit que c'était un record dans la Ligue. Et puis, c'est encore là aujourd'hui. Ben oui, une soirée mémorable, on va le dire comme ça. C'est sûr qu'avec la rivalité géographique que vous avez avec Verdun, ça a dû rendre l'affaire un peu plus spéciale. Ouais, c'était encore plus le fun dans ce temps-là, tu sais, mais ouais. c'est comique parce que j'étais dans ma voiture il y a peut-être, je sais pas, ça fait peut-être 7-8 ans, et puis j'écoutais une émission de sport, et puis c'était un jour d'un match junior, puis il y a un jeune qui avait frappé 2 grands chelems, je pense, dans ses 2 premières présences au bâton. Wow. Puis, tu sais, j'étais dans la voiture, puis j'entends ça, puis j'ai dit, oh boy, il va avoir une chance peut-être. Mais j'imagine que les points produits 9, 10, 11, 12, c'est les plus durs à aller chercher. Oui, probablement. Ah oui, clairement. La suite des choses, après, parce que à cette époque-là, j'imagine que si vous étiez tous agents libres au Canada, il n'y avait pas de collège américain vraiment, ou il fallait que tu te démarques vraiment pour aller là? C'était bizarre dans ce temps-là. C'était très, très, très difficile. Toi, JF, tu sais, tu travailles avec Baseball Québec et tu vois plein de joueurs aller aux États-Unis. Cette année, vous avez plein de joueurs qui ont passé par l'ABC qui se retrouvent aux États-Unis. Mais dans le temps quand je jouais au baseball, Ville-la-Salle avait peut-être 3 joueurs dans notre équipe qui participaient dans des collèges américains. Mais c'était des anglophones. C'était des anglophones de l'ouest de l'île. Et puis, il y avait des contacts pour aller jouer aux États-Unis, mais ce n'était pas répandu. Ce n'était pas quelque chose là où les collèges américains venaient chercher des Canadiens. On dirait qu'ils ne savaient pas encore qu'on connaissait le sport, qu'on savait jouer au baseball au Canada. Ouais. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est l'ouverture d'esprit des collèges américains, que ce soit pour le hockey ou le baseball. Ouais. Ils viennent chercher nos bons joueurs. Et puis moi, je pense que surtout pour le baseball, c'est le fun pour un jeune. Hey, si tu t'en vas jouer à Auburn, tu t'en vas jouer à Pittsburgh, tu t'en vas n'importe où jouer au baseball avec une éducation en même temps. Ben oui. Moi, je suis très content pour les jeunes et puis je suis content de voir qu'une ouverture d'esprit du côté des Américains pour ouvrir les portes et laisser les jeunes performer. Oui, cool. Tout à fait. C'est vraiment cool. Disons, dans notre temps, ça ne se faisait pas. Je me souviens, je pense, l'année où justement, cette année-là, ma dernière année, quand j'ai signé avec les White Sox, je pense qu'il y avait un receveur de Trois-Rivières qui ne parlait pas anglais, qui avait été offert justement d'aller de collège américain. Fait que c'était un peu plus difficile, je pense, pour lui de se présenter là. Puis c'était drôle parce que dans notre équipe, comme moi, j'allais à l'Université Concordia dans le temps. Okay. Fait que moi, j'étais bilingue, francophone, anglais. Tu sais, je parlais les 2 langues, mais je n'ai pas eu la chance de suivre, disons, ce chemin. Et naturellement, quand les White Sox m'ont offert un contrat, ça a été quelque chose que c'était pas vraiment difficile, là, la décision à prendre. Oui. Qu'est-ce que tu étudiais à Concordia en même temps que tu jouais au baseball? J'étais en sociologie. OK. Et là, parle-nous de ça, les White Sox. Je suis en train de vous analyser en même temps, là, puis misère. Oh c'est ça. J'allais dire sociologie parce que tu aimais ça ou parce que c'était une matière facile en étudiant ou en jouant au sport, au baseball? C'était comique parce que j'avais 2 oncles qui étaient professeurs à l'université. Et puis, il y en a les 2 ont étudié en sociologie, mais il y en a un qui a fait un bac en autre chose éventuellement, puis une maîtrise. Et puis, c'est quelque chose qui m'intéressait. Okay. Il y a d'autres chemins qui ne m'intéressaient pas. Mais en sociologie, à l'Université Concordia, il y avait même des cours qui reflétaient le sport. On parlait de sport en même temps. Fait que moi, ça m'intéressait d'étudier dans ce domaine-là. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait. OK, cool. Quand tu es arrivé avec les White Sox, comment ça s'est déroulé, Pierre? Oh, ça a été difficile. Oui. Est-ce qu'il y a les Frenchies qui arrivent parmi les Anglais? C'est ça? Faire ta place, comment ça se passe? Bien, disons qu'il y avait des coachs, le seul temps qu'ils me parlaient, c'est quand ils voulaient savoir ce qui se passait au hockey. Quand il y avait des questions de hockey, j'étais toujours le premier qui était pointé du doigt pour avoir les réponses. Mais j'étais très bien traité. C'est des gars qui m'ont vraiment, vraiment bien traité. Et puis, le directeur gérant à l'époque, c'était un homme qui s'appelait Roland Aymon. Roland Heyman. Roland Heyman. Puis, il a été dans le baseball, je pense, pendant 50-60 ans. Et puis, il parlait encore français. Fait que la première fois que j'étais au camp d'entraînement, il était venu me parler en français parce qu'il y avait, je pense que c'était sa grand-mère qui vivait au Québec, quelque chose du genre. Cool. Et, ça a été difficile. L'ajustement, là, il faut que je l'admette, ça a été très, très, très difficile. J'étais un bon frappeur au Québec. Une chance, j'étais un bon receveur
que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est ça qui m'a sauvé d'un sens. Mais au point de vue bâton, là, j'étais en arrière des autres. Ça paraissait, là. Tu sais, la première fois que j'étais obligé d'agir comme receveur à un gars qui lançait une balle fronde à 82-83 000 à l'heure, j'avais jamais vu ça, moi, là. Ouais. Je faisais semblant que, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis une chance que j'avais des bonnes mains. Tu sais, des fois, tu es chanceux. Puis j'avais des bonnes mains, puis ça, j'ai jamais eu de problème à être receveur. Mais malheureusement, c'est le coup de bâton qui me retenait beaucoup. OK. Puis les blessures sont arrivées assez rapidement après? Bien, j'ai eu des blessures aussi, qui n'ont pas aidé, une blessure sérieuse à une cheville, mais ça, c'est des choses qui arrivent, veux pas. Et puis, malheureusement, il y a toujours le jour où tu es assis dans le bureau, puis là, ils te disent que ton rêve est fini, et puis tu penses que tu vas mourir, que c'est la fin de la vie, tu sais, plus de baseball, mais c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes, dans n'importe quel niveau, que oui, tout le monde rêve d'être joueur de baseball. Tout le monde. Mais il y a tellement différentes choses qu'on peut faire. Comme là, on parle de baseball. Tu sais, il y a tellement différentes avenues qu'on peut prendre. Mm-hmm. Puis, même des fois, se dénicher un travail dans le baseball et puis faire quelque chose qu'on aime. Alors, ce jour-là, quand ils m'ont dit que c'était terminé, l'homme qui a signé mes papiers, dans ce temps-là, il était en charge des ligues mineures, c'était Dave Dombrowski. Okay. Wow. Dave Dombrowski, qui 2 ans plus tard, je pense 2 ou 3 ans plus tard, est devenu directeur gérant avec les Expos. Alors, pour faire une histoire courte, ce jour-là, quand j'étais assis en avant de Dave Dombrowski, puis je signais ma paperasse comme joueur libéré, si je l'avais regardé dans les yeux puis j'avais dit « Hey, vous êtes une maudite bande de caves, vous ne savez pas ce que vous faisiez », je pense que j'aurais peut-être eu de la misère à voir ou garder un emploi avec les Expos quelques années plus tard. Fait qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Hein? Ben oui, bien entretenir des relations, hein, c'est important, c'est pas ce que ça nous mène. Puis comme tu dis, l'idée d'avoir un travail en lien avec le baseball sans nécessairement le jouer, c'est des opportunités qui s'ouvrent, là, surtout avec la demande. Là, au baseball, présentement, mettons au Québec, qui est grandissante, les Jays ont ramené un engouement, puis les Expos, on le souhaite un jour. Oui, exact. Puis, tu sais, je pense qu'on voit aussi avec Marc-Antoine Bérubé avec l'ABC aussi, là, tu sais, lui, à un moment donné, ça qu'il nous expliquait ce matin, en fait, en entrevue, c'est ils m'ont dit que c'était fini, puis j'ai décidé de retourner à l'école, puis de rendu ce qui est rendu avec une maîtrise et tout et tout. Toi, après, c'est fini, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après avoir signé tes papiers avec Dom? Ben, je suis revenu à Montréal, et puis moi, je pensais que c'était fini, et puis quand je suis revenu à Montréal, j'ai tout de suite eu un appel de Jim Fanning, qui travaillait pour les Expos à l'époque, et puis qui m'a demandé, il dit « Pierre, je sais que tu t'arrives, que tu as été libéré. Il y a quelqu'un qui serait intéressé à avoir tes services. » Puis c'était la Ligue intercontée. Je ne sais pas si vous connaissez la Ligue en Ontario. Non. La Ligue, ça fait, je pense, 100 ans que ça existe. C'est un peu l'équivalent de la Ligue Can-Am, disons. Okay. Là, c'est une ligue indépendante avec les joueurs. Il y a des joueurs qui se font payer pour jouer. Et puis, l'équipe de Toronto avait besoin d'un receveur. Et j'ai décidé, pourquoi pas, je vais aller à Toronto. C'est une ville que j'aime. Fait que j'ai décidé d'y aller. Et j'ai joué 2 ans là-bas, je pense. Et j'ai adoré l'expérience. On avait une équipe là, on avait 5-6 joueurs qui avaient joué dans le programme olympique. On avait des joueurs qui avaient joué professionnels aussi. Et on avait droit, je pense, à 2 ou 3 joueurs américains. Okay. Et les 3 joueurs, je pense que c'était 3. On avait 3 joueurs américains qui avaient joué professionnels aussi. Fait qu'on avait une très bonne équipe. On a tout gagné. Et puis, on dirait que ça m'a aidé à justement finir ma carrière comme joueur sur un bon pied. Ben, la finale comme toi, tu le souhaitais, tu sais. Oui, je suis parti des White Sox très déçu, naturellement. Je pensais que c'était la fin du baseball. Puis là, j'ai la chance de jouer dans une ligue qui était très compétitive. Okay. Puis j'ai rencontré des personnes incroyables dans cette ligue-là. Et puis, ça m'a permis vraiment de vivre le deuil comme joueur de baseball, sachant qu'éventuellement, je n'étais plus pour jouer, tu sais. Mais j'étais chanceux quand j'ai commencé à travailler avec les Expos, je travaillais sur le terrain. Fait que j'étais capable d'agir comme receveur. Je lançais la pratique au bâton. Alors, même si je ne frappais pas et je n'étais pas joueur, ça me permettait quand même d'avoir un contact physique avec le baseball que j'ai maintenu pendant 24 ans dans le baseball professionnel. Oui. Puis les Expos, c'est venu après ces 2 ans là-bas? C'est là? Tu as reçu une offre? Oui. Ou... Ouais. Ben oui, encore là, c'est Jim Fanning puis Ron Piché qui m'ont appelé puis ils ont dit « Pierre, on a un urgent besoin puis on pense que tu es capable de faire la job. On aurait besoin de quelqu'un pour lancer la pratique au bâton lorsque l'équipe est à domicile. » Ça, c'était comme au mois de juillet ou au mois d'août. Et puis, j'ai décidé
J'ai dit, OK, je vais y aller. Fait que le premier jour que je suis allé, je lançais un joueur qui était blessé, qui était sur le point de revenir à la formation partante. C'était UB Brooks, qui s'était fracturé un poignet en plus. Fait que le premier gars que je lance à pratique au bâton, je me dis, maudit, c'est une des vedettes des expos. Je suis mieux de ne pas le frapper dans la main, moi, là sur le poignet. Mais ça a bien été. Et puis, au mois de septembre, au mois d'août, ils ont commencé à me faire agir comme receveur dans l'enclos. Et puis, à la fin de l'année, c'est là qu'ils m'ont offert un poste à temps plein avec eux. Mais dans ce temps-là, je travaillais à Baseball Québec en plus. OK. J'ai travaillé pendant quelques mois à Baseball Québec, mais pas vraiment la belle époque de Baseball Québec. OK. On n'ira pas là. Mais je vais tourner la situation. Je vais tourner la situation de la discussion de bar. Tu parles des moins bonnes années de Baseball Québec, mais tu as connu des très bonnes années des expos. Parle-nous de ça. C'est quand même être côtoyer des joueurs aussi légendaires que Pedro, Larry Walker, des joueurs comme ça. Je vais vous dire, c'est des gars, dans toutes mes années, mes 24 ans sur le terrain, j'ai jamais eu de problème avec des joueurs. Et les joueurs sont tellement respectueux envers les gens qui sont là qui veulent les aider. Mm-hmm. Tu sais, comme moi, je lançais la pratique au bâton. J'étais receveur dans l'enclos des releveurs. Alors, tous les lanceurs me traitaient bien parce qu'ils savaient que c'était moi qui étais pour les réchauffer pendant le match. Et les gars que je lançais la pratique au bâton, ils aimaient ça frapper contre moi. Fait qu'ils me traitaient avec un respect aussi. Ils réalisaient que j'étais là pour les aider. Et puis, il y avait un respect mutuel. Et puis, on a eu des bonnes années. Là. On a eu des bons joueurs, des Tim Wallach, des Mike Fitzgerald, qui ont pris soin de moi quand je suis arrivé. Quand j'étais jeune. Et puis moi, le premier gérant que j'ai eu la chance de travailler pour, c'était Buck Rogers. Okay. Et, Buck, le premier voyage que j'ai fait avec l'équipe, et la première chose qu'il m'a dit, viens t'asseoir avec moi dans l'avion 2 minutes. Fait que je suis allé m'asseoir en avant, c'est dans la première classe à côté de Buck Rogers. Puis la seule chose qu'il m'a dit, il dit, Pierre, si tu veux avoir une longue carrière, il dit, je vois que tu es travaillant. Il dit, il faut que tu réalises une chose, que tu n'es plus joueur. Tu n'es pas un joueur, tu es là pour aider les joueurs à devenir meilleurs. Et puis moi, j'ai toujours pris ça pour du cash, puis j'ai toujours réalisé, mon rôle, là, c'est arrière-scène. Tu sais, c'est en arrière du rideau, c'est moi qui prépare les joueurs pour ce qu'ils vont faire sur le terrain. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé toutes mes années que j'ai passées sur le terrain à réaliser que c'est le produit qui est important. Tu sais, c'est pour moi qui travaille. Moi, j'en ai vu des gars se casser la gueule. C'est sûr. Qui pensaient qu'ils étaient encore joueurs. Puis que 2 mois plus tard, il se présentait peu au travail parce qu'il n'était pas capable de le faire. Tu sais. OK. Ça, c'est pas mal à l'époque. En fait, mon premier contact avec toi, il se passe à peu près à cette époque-là, mais pas de... Je pense que c'est le deuxième entraîneur que tu as eu avec toi, un certain Tom Runnels. Oui. Puis, je t'en ai déjà parlé, là, mais c'est ma mère qui connaît ton cousin Michel Jones. Puis, je t'avais écrit, tu sais, un petit cul qui avait écrit aux expos, puis c'est toi, à toi, en fait, que j'avais écrit, puis tu m'avais envoyé cette balle-là. Puis, je pense que je suis une année trop en avance, parce que l'année d'après, c'était Philippe Alou. Fait que j'ai Tom Runnels en 93, ça, je pense, avec Tim Wallach, Jeff Acero, tout ça dessus. Là. Mais je peux vous dire, là, parce que je vais vous dire la vérité, Tom Runnels, encore aujourd'hui, c'est un de mes bons amis. C'est un homme que j'adore, c'est un homme qui est intègre, c'est un gars qui est peut-être arrivé à Montréal trop rapidement. C'était le gars que Dave Dombrowski voulait mettre en place. Quand Dave Dombrowski est devenu directeur gérant, tu sais, un directeur gérant, il veut toujours avoir son homme comme gérant. Tu sais, c'est normal, tu vas avoir ton gars. Puis Buck Rogers, c'était pas l'homme de Dave Dombrowski. Il est arrivé avec Murray Cook avant Dave Dombrowski. Fait qu'il a toujours préparé Tom Runnels pour être peut-être l'éventuel remplaçant de Buck Rogers. Et malheureusement, Tom n'était peut-être pas prêt pour le rôle, mais c'est un gars qui est extrêmement travaillant. Il connaît très, très bien le baseball, mais il était peut-être juste un peu trop jeune à l'époque où il a été amené dans la Ligue majeure. Parle-nous donc de l'époque, justement, le camp d'entraînement. Là. Je pense que les gens, quand on parle de Tom Runnels, ceux qui s'en rappellent, se rappellent de cet événement-là. Là. Lui, il avait juste voulu faire une joke quand il s'est déguisé. C'était pendant la guerre aux États-Unis. Puis il avait décidé de se déguiser comme Weisskopf, le général, puis il était arrivé en arrière d'un Jeep à l'entraînement. Mais lui, il ne le faisait pas là, pour dire aux joueurs « Hey, c'est moi le boss ».
il faisait plus dans l'époque, dans le contexte qu'on était à l'époque, puis ça n'a pas passé. Des fois, tu fais quelque chose puis ça ne passe pas. Bien, ça n'a pas passé, puis je pense que les joueurs ont un peu ri de lui, mais c'était mal connaître la personne. Puis je ne blâme pas les joueurs ne le connaissaient pas, parce que la plupart des joueurs n'avaient pas eu la chance de jouer avec lui dans les ligues mineures. Et parce que Tom Rono, je vous le dis, c'était un maudit bon gars qui travaillait très fort, connaissait bien son baseball, mais c'était peut-être juste... c'était peut-être pas la chose à faire à l'époque. C'était juste bad timing. Ben oui. Si là, on est dans les expos, les années avancent, 1994, tu étais là. Ma question, c'est selon toi, est-ce que vous alliez jusqu'au bout? Moi, je pense que oui. Oui, vous aviez ce qu'il fallait. Moi, je suis convaincu. Si on ne se rend pas jusqu'au bout, on se rend en série mondiale, moi, je pense, parce que l'équipe allait tellement bien. Et ce que j'aimais de cette équipe-là, puis ça me fait vraiment penser à l'équipe de 2003, quand on a gagné la série mondiale avec les Marlins, c'est qu'on avait une équipe jeune, personne ne connaissait l'équipe vraiment. Et puis, plus les mois avançaient, plus l'équipe là, commençait à se solidifier. Puis on voyait les joueurs là, prendre confiance. Et vous parliez tantôt des Pedro, des Larry Walker, Moises Salou, Rondell. On avait tellement une bonne équipe. Et puis, quand la grève a frappé, il n'y a aucun joueur qui pensait que c'était la fin de la saison. Je me souviens, Darren Fletcher, c'était lui qui était représentant des joueurs avec le syndicat, puis il n'arrêtait pas de dire à tous ses coéquipiers, « Ah, craignez pas, dans 2 semaines, on va être sur le terrain, on va recommencer. » On n'a jamais recommencé, maudit. Ça, là, ça a été... Moi, j'y crois encore aujourd'hui. Ça a été le premier clou dans le cercueil des expos. Et personne ne va m'enlever ça de la tête que ça a eu un effet vraiment, vraiment négatif au point de vue d'expo. Mais l'équipe allait tellement bien. On perdait 3-1 en 5e manche, puis il n'y avait personne qui était inquiet. Tout le monde savait qu'on était pour trouver une façon de marquer des points. Et puis, dans l'enclos, c'était quasiment comme Éric Gagné, Game Over. Là, quand il l'appelait Game Over, ben, c'était la même chose en 7e manche. On avait Rojas, Tim Scott, puis John Wetland. Fermer les livres, c'était fini. Oui. On perdait toujours l'avance dans les matchs. Alors, c'est triste parce qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui aurait pu faire cette équipe-là. Puis, ce qui est encore plus triste, c'est avoir gardé l'équipe ensemble l'année suivante. Je suis convaincu qu'on gagne. Je suis convaincu. Mais il y en a ceux qui ont pris les décisions. Ils avaient peur de dépenser de l'argent. Ils avaient peur du risque de peut-être pas gagner, mais ils ont décidé d'emboîter le pas et de faire d'autres choses et de laisser plusieurs joueurs partir au camp d'entraînement suivant quand la grève a été réglée. Et puis, ça n'a pas été la bonne chose pour l'équipe et puis pour les partisans. Cette année-là, c'était qui le leader du club? Parce qu'il y avait quand même des vedettes en devenir, surtout. Là, ils n'étaient pas rendus à leur apogée encore, mais c'était qui le leader de ce groupe-là? Moi, je pense que ce n'était pas vraiment des leaders. C'était plus un groupe de leaders. On dirait qu'il n'y avait pas vraiment un gars qui était OK, c'est vraiment lui. Tu avais Darren Fletcher qui était derrière le marque, qui contrôlait très bien les lanceurs, qui avait une très bonne relation avec tous les lanceurs. John Wetland qui était jeune, ou Pedro. On avait des jeunes joueurs qui commençaient justement à se placer les pieds dans le baseball majeur, puis qui n'avaient pas froid aux yeux. C'était des gars qui n'étaient pas nerveux, qui n'avaient pas peur. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que tous ces bons jeunes joueurs-là formaient tellement un bon groupe qu'on n'avait pas besoin d'un gars pour être capitaine, disons. On n'avait pas besoin d'une voix de ce. Tu n'avais pas besoin que ce soit un gars qui se lève dans le vestiaire. Okay. Par comité. Oui, c'était par comité, puis tu avais le père spirituel en Philippines qui était là. Alors, tu sais, je pense que tu avais les joueurs qui avaient confiance, puis ils savaient que le curé avait confiance en eux, puis qui était en charge du groupe. Fait que je pense que les joueurs se sentaient protégés. Et puis, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y avait vraiment un joueur qui était un leader. Tu n'avais pas besoin. Okay. Toi qui a été receveur, qui catchait les bullpens, là, si on peut le dire, dans la manière baseball, c'est qui le lanceur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, dans l'enclos? Randy Johnson. Ah ouais, hein? Pas surpris d'entendre ça, hein? Quand Randy est arrivé avec les expos à 6 pieds 10, 6 pieds 11, gaucher, il lançait 100 000 à l'heure dans ce temps-là. Puis il n'avait pas encore une bonne idée où sa balle rapide était pour aboutir. Puis moi, je me souviendrai toujours, jusqu'à la fin de mes jours, et Randy,
il est le lanceur partant d'un match en après-midi, une belle journée ensoleillée à Chicago, au Wrigley Field. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment que le Wrigley Field est configuré. Mais je suis allé il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, est-ce que les enclos étaient sous les estrades? Parce que là, maintenant, les enclos des releveurs sont au champ extérieur. Oui, exactement. Mais ça, c'est l'année avant qu'ils ont décidé de changer. Mais avant, les enclos des releveurs étaient sur les lignes de côté. Mm-hmm. Ouais. Puis il y a les estrades qui courbent autour du stade. Et puis Randy Johnson à 6 pieds 10, il est 1 heure de l'après-midi, un beau soleil, tout le monde a des vestes blanches, des cobs sur le dos. Puis moi, je regarde en plein dans la foule, puis il faut que j'essaie d'attraper une balle à 100 000 à l'heure d'un gaucher qui sort des estrades. Ce jour-là, je pensais mourir. J'ai été capable de m'en sortir sans blessure, sans échapper de balle. Alors, c'est là que j'ai réalisé je suis correct. Honnêtement, cette fois-là, j'ai eu peur. Parce que j'étais comme, oh my God, comment je vais faire? Surtout qu'il ne savait pas où la balle s'en allait. Mais il était tellement intimidant. Il y a tellement de bonnes balles glissantes. Avec la carrière qu'il a eue, pas de misère à te croire. Hein? Ouais, c'est ça. Une fois qu'il a appris son corps, puis il a appris à répéter sa mécanique, là, il a commencé à lancer des prises. Puis c'est là qu'il y a eu il y a eu tellement de succès. Mais avant ça, c'était un peu tout croche, mais c'est normal. La plupart des bons lanceurs, le deuxième qui vient à l'idée, c'est Andrew Miller, le bon releveur des ligues majeures. L'excellent, oui. Oh my God, c'était un autre qui lançait 96, 6 pieds 6. Aucune idée où la balle s'en allait. Je me sentais comme un gardien de soccer. Tu sais, le gardien de soccer qui décide, je plonge à gauche ou à droite. Ouais. Fait que, mais le monde pense que catcher Wetland ou Pedro Martinez ou Dennis Martinez, c'était difficile. Les gars étaient plus spot, fait que c'était plus facile à catcher. C'était le fun. Cool. Ouais, vraiment cool. Pierre, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Je vais accélérer un peu dans les années. Je vais aller tout de suite avec les Marlins parce que tu as fait le saut avec les Marlins juste avant que les Expos déménagent. J'aimerais savoir pourquoi tu as quitté les Expos. Disons que ça a été une décision qui a été difficile, mais en même temps, je n'ai pas eu le choix. Il y a beaucoup de monde qui pense que j'ai quitté les Expos, j'étais un traître. Parce que ça, je l'ai entendu pendant plusieurs années, mais ce n'était pas le cas du tout. Faut retourner dans le temps. Il ne faut pas oublier que les Expos, avant la saison 2002, on parlait de contraction, on parlait d'éliminer 2 clubs dans le baseball majeur, soit les Expos et les Twins du Minnesota. Ouais. Et on parlait d'éliminer, de complètement les éliminer pour la saison 2002. Et puis, pendant la saison morte, c'est là que j'ai eu un appel de Jeffrey Loria qui m'a dit, Pierre, en ce moment, j'essaie d'acheter les Marlins. Je suis sur le point d'acheter les Marlins et j'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous autres avec les Marlins. J'aime ton travail, puis tu aurais le même poste avec les Marlins que tu avais avec les Expos, puis j'aimerais ça que tu décides de nous suivre. Fait que là, j'y ai dit, écoutez, je veux juste voir qu'est-ce qui va arriver à Montréal. Et puis, il y avait une transition à Montréal qui s'est faite. C'est le baseball majeur qui a pris l'équipe en main. Mm-hmm. Alors, il n'y avait pas de gérant à l'époque. Il n'y avait pas de directeur gérant qui était encore en poste. Alors, c'était vraiment le free-for-all. Personne ne savait qu'est-ce qui était pour arriver. Moi, je n'avais aucune nouvelle pendant la saison morte si j'avais un contrat avec les Expos. Je pense qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Il y avait beaucoup d'autres choses sur leur assiette à ce temps-là. Et à un moment donné, je suis parti pour le camp d'entraînement avec mon épouse puis mon garçon. Et en s'en allant, c'est là que j'ai eu un appel de PJ Loiello, qui était notre relationniste, qui a dit, Pierre, c'est officiel, Jeffrey Loria vient d'acheter les Marlins, puis il aimerait ça savoir si tu veux te joindre à l'équipe. Puis j'ai jamais reçu d'appel des Expos, alors j'avais pas le choix que de dire oui, je voulais travailler. Oui, puis il faut mettre de la nourriture sur la table à un moment donné aussi. C'est ça. La plupart du monde pensait que j'avais quitté pour beaucoup plus d'argent. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. C'était équivalent une place ou l'autre. C'était le même travail, mais c'est juste que j'avais au moins un travail. Je ne savais pas ce qui était pour arriver avec les Expos. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de suivre l'aventure et d'aller à Miami. L'opportunité. Tu as pris l'opportunité qui te revient. Je pense que c'est bien expliqué et qu'il n'y a pas... C'est sûr qu'on de traite. Puis, tu sais, les Expos, là, ils étaient vraiment en mode survie. C'était le baseball majeur qui avait pris charge de l'équipe. Alors, on savait que c'était une question de temps avant que l'équipe quitte Montréal aussi, malheureusement. Tu sais, je veux dire, moi, j'aurais aimé ça garder l'uniforme des Expos encore aujourd'hui sur le dos. Là. Tu sais, c'est sûr que je voulais travailler avec eux jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais pu. Ah oui, c'est clair.
Tu as parlé de Jeffrey Loria aussi dans ton petit discours. Je sais que tu m'as déjà dit que tu t'entendais très bien avec lui. C'est pas un nom populaire à Montréal. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Ben, je sais que c'est pas un nom populaire, lui puis David Sampson. Mais moi, personnellement, Pierre Arsenault puis ma famille, on n'a jamais eu de problème avec eux. Même que encore, quand je parle à David Sampson, il me parle toujours en français. Lui, il parle bien français et puis c'est une raison pour lui de parler en français. Puis j'ai jamais eu de problème avec eux. Je sais que les gens à Montréal l'ont pas aimé. Ils ont pris des décisions douteuses dans peut-être plusieurs dossiers. Mais moi, ce qui m'importait, c'était la façon qu'il m'a traité et puis la façon qu'il a traité ma famille. Puis j'ai jamais eu de problème. Tu sais, j'aimerais être ici puis vous dire « Ah, maudit, c'est tout la merde, il m'a traité comme ci, il m'a traité comme ça. » C'est pas vrai. C'est un businessman, puis il est là pour faire de l'argent. Il a pris des décisions en fonction de ça. Là, on peut en vouloir tant qu'on veut. On peut l'haïr comme on veut, mais c'est un gars qui adore le baseball. Jeffrey Loria, il adore le baseball. Lui, il a grandi avec les Yankees. Son idole, c'était George Steinbrenner. Puis les Yankees, lui, il voulait être les Yankees de Montréal. Et puis, par la suite, les Yankees de Miami. Et il voulait gagner, puis il l'a prouvé. Il l'a prouvé qu'il voulait gagner, même à Montréal. Les premières années, il est allé chercher Graham Lloyd, Hideki Erabou, Lee Stevens au premier but. Il est allé chercher des gars. Ça ne marche pas tout le temps, mais au moins, il a essayé de dépenser de l'argent pour aller chercher des joueurs. Puis il l'a fait avec nous en 2003 quand on a gagné. Il est allé chercher des morceaux qu'on manquait. Parlons-en de 2003, justement. Ah oui, parlons-en. Une belle année. Je vois en arrière, en plus, ton chandail. J'imagine que ça date de cette époque-là. Oui, justement, c'est le chandail de la Série mondiale. Ouais. Puis les balles en arrière, c'est un peu des souvenirs des époques ou? Oui, c'est des souvenirs d'époque. Et puis, c'était une année là, qui était incroyable. Puis, une des photos que j'aime le plus derrière moi, c'est une photo avec mon garçon, mon épouse. Mon deuxième garçon, malheureusement, n'était pas encore au monde. Lui, ça l'écoeure au bout d'entendre parler de la Série mondiale. Il n'était pas là. Ah oui. On a eu la chance d'aller à la Maison-Blanche, rencontrer George Bush, le président à l'époque. Quand même. Puis, toute l'équipe, on s'est réunis à la Maison-Blanche. Alors, c'est des souvenirs. Puis le pire, c'est que cette année-là, on a commencé l'année 10 matchs en bas de 500. On a eu un changement de gérant, un changement d'instructeur de lanceurs. Et puis, tout s'est fait rapidement. Et puis, c'est Jack McKeon, le bon vieux de la vieille, qui est arrivé. Et puis, lui, là, c'était let's go. Moi, je suis ici pour une chose, c'est pour gagner. Et puis, c'est pas pour avoir une médaille de participation. Non. On veut gagner. Et puis, faut y donner crédit. On a gagné la Série mondiale. Ben oui. Puis, tu sais, Pierre, quand on t'a eu en entrevue, je dis, je vais aller voir le line-up, le line-up des Marlins. Là, pour ceux qui ont suivi le baseball un peu des dernières années, là, je vais nommer quelques noms, mais Juan Pierre, il y avait Luis Castillo, que je me souviens très bien, Miguel Cabrera, Ivan Rodriguez, tu as 2 Hall of Famers, selon moi, juste là. Il y avait plusieurs autres noms, là, des Josh Beckett, si je ne me trompe pas, qui étaient là. Dontrell Willis aussi dans son pic. Oui, exactement. Ça doit être spécial d'être là. Parle-nous de ton feeling. Comment tu te sens impliqué là-dedans? Comment tu vis ça, la Série mondiale? Premièrement, c'est très, très, très fatigant parce que tu n'arrêtes pas. Hein? Tu es toujours sur l'adrénaline. Le dernier mois de la saison, c'est très difficile. Quand tu es dans une course au championnat, même si tu ne veux pas, à tous les soirs que tu reviens d'un match, si tu as gagné, tu te sens bien, puis tu regardes les nouvelles le soir pour voir qu'est-ce que les Phillies ont fait, qu'est-ce que les Expos ont fait, qu'est-ce que les Mets ont fait. Puis quand tu perds, ben là, le 24 heures, il est long. Là, le lendemain, ça ne peut pas arriver assez vite. T'sais. Mais moi, j'ai adoré l'expérience et aller en Série mondiale, surtout contre les Yankees, et puis surtout remporter la Série mondiale au vieux Yankee Stadium. Oui. Je veux dire, juste pour vous donner un exemple de l'équipe qu'on avait, le premier match qu'on a joué au Yankee Stadium, premier match de la Série mondiale, puis ça, c'est des hommes, là, des gars d'un ligue majeure. Quand on a gagné le premier match, on marchait de l'enclos des releveurs jusque dans l'abri après la victoire. Puis les gars disaient « au moins, on ne se fera pas balayer. » Ah ouais, hein? C'est le feeling des joueurs dans l'équipe, c'est au moins, on ne se fera pas balayer par les Yankees. Mais les joueurs étaient calmes. On dirait, c'est pour ça que j'ai comparé ça à l'équipe de 1994.
C'était des jeunes joueurs qui étaient bien entourés. Pudge Rodriguez a été exceptionnel cette année-là. Ben oui. Et Jeff Conine, qu'on a acquis le 31 août, a été un joueur clé aussi parce qu'il avait gagné la Série mondiale avec les Marlins en 97. Alors, tu sais, ça a été toutes les pièces, là. On a tellement bien joué après notre mauvais début de saison. Et Jack McKeon, lui, il a décidé de prendre l'équipe. Et puis, tout ce qu'il a dit aux joueurs, là, puis je sais que c'est cliché, il a dit, les gars, là, quand vous arrivez à la porte, là, je m'en fous, c'est quoi votre nom dans le dos. Nous autres, on joue juste pour le logo en avant. Je sais que c'est cliché, mais il a fait comprendre à ces joueurs-là que, hey, on va se sacrifier pour gagner un match. Même si je te demande de déposer l'amorti, on a déposé l'amorti. On a fait des cours et frappes, des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ben oui. Fait que les gars, ils ont tous acheté le programme et puis on a décollé. Puis quand on a décollé, il n'y a personne qui a été capable de nous arrêter. Et ça a été une expérience, tu sais, être au Yankee Stadium, là, puis tu sais que tu es en série mondiale, puis tu regardes autour, puis tu es habitué de regarder toujours les matchs à l'extérieur. Mais là, tu réalises, il n'y a plus de match à l'extérieur, c'est juste nous autres. Il y a juste nous autres qui jouent en ce moment. Fait que ça a été vraiment le fun d'avoir ma famille là, en plus, quand on a gagné, parce qu'eux autres font des sacrifices incroyables. Là, moi, j'étais avec mon épouse depuis... on s'est mariés en 94. Elle travaillait pour les expos en plus. OK. Elle travaillait pour les expos. Fait que nous autres, 94, là, ça a été une année incroyable parce qu'on s'est mariés, mais ça aurait pu être encore plus incroyable. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable d'en marier une femme qui travaille pour les expos, ça partage la passion du baseball. Oui, bien, moi, disons, là, peut-être pas autant que moi, mais elle aime ça, puis elle comprend. L'affaire, c'est qu'elle a compris c'était quoi exactement, dans quoi qu'elle s'embarquait. Ben oui. Et puis, on est encore ensemble aujourd'hui, et puis elle m'appuie dans toutes mes décisions, et puis, c'est le fun. C'est le fun. Ah ouais. On va élaborer un peu sa série mondiale. Moi, j'étais un fan des Yankees, Pierre. J'ai commencé à suivre le baseball, mais pas mal dans ces années-là, un peu avant, mais je me souviens très bien du jeune Miguel Cabrera. Je veux que tu me parles de Miguel Cabrera. Je sais que tu l'as dit que Pudge avait été très efficace, mais Miguel Cabrera, que tout le monde a connu dans les dernières années, dans les 15 dernières années, le dernier joueur a fait un Triple Crown au bâton. Parle-nous de lui au jeune âge qu'il avait. Bien, c'était une recrue. Et puis, son premier match était majeur, juste pour donner une idée là, de la carrière de Miguel Cabrera, son premier match contre Tampa, il a frappé un circuit, je pense, en 10e ou 11e manche au champ centre qui était à 434 pieds du marbre à Miami pour remporter son premier match. Walk-off. C'était un walk-off. Miguel, c'est le joueur, c'est le meilleur, puis ça, je peux le dire, là, puis il n'y a personne qui va être offusqué des joueurs que j'étais avec, que ce soit Vladimir Guerrero, Galarraga, whoever. C'est le meilleur frappeur que j'ai vu dans toutes les années que je suis dans le baseball majeur. C'est un gars qui est capable de tout faire. C'est sûr que là, avec les blessures, ça l'a ralenti. Ouais. Mais dans ses meilleures années, là, Miguel, tu ne fais pas faire de shift. Tu ne fais pas, là, OK, on va juste mettre le deuxième but à l'arrêt-court, puis on va tasser tout le monde à gauche. Non, parce qu'il était capable de frapper à balle partout et avec puissance. Puis ça, il a appris ça de Pudge Rodriguez en 2003. Parce que moi, je lançais la pratique au bâton. Mon groupe cette année-là, j'ai été choyé. Le groupe que je lançais à tous les jours, j'avais Pudge Rodriguez, Mike Lowell, Jeff Conine, Juan Encarnacion, puis Derek Lee. Wow. C'était mon groupe. Ça, c'était mon groupe que je lançais à tous les jours. J'avais pas Cabrera parce que c'est un joueur recru. Fait que la recrue, il fallait qu'elle soit dans le deuxième groupe. Okay. Puis, Pudge, à chaque fois qu'il prenait sa pratique au bâton, à tous les jours, puis il n'a jamais dévié de son programme pendant 162 matchs, il frappait toujours la balle au champ centre et au champ opposé. Il frappait tous les balles de ce côté-là. Seulement les 5 ou 6 derniers élans, là, il s'amusait pour frapper des circuits au champ gauche. Okay. Puis je pense que Miguel a appris la philosophie de Pudge. Puis quand Pudge est parti l'année suivante, là, je lançais au groupe de Miguel. Puis Miguel faisait toujours la même chose, frapper au champ opposé. Okay. Puis il s'ajustait à la fin pour avoir du plaisir. Fait que, tu sais, c'était un gars là, qui est capable de s'adapter. Puis il a été capable de comprendre vraiment là, comment devenir un bon joueur de baseball. Puis un exemple que vous allez connaître, J.D. Martinez. Ben oui. J.D. qui a été laissé aller par Houston. Puis il frappait bien, mais il n'était pas élite. Là, tu sais.
mais il est allé aux Tigers. Ouais. Il a appris de Victor Martinez puis de oui. Miguel Cabrera à devenir un frappeur. C'est pour ça que Miguel est tellement bon parce qu'il était capable de faire tellement de choses. Puis n'oubliez pas, il a monté des majeurs, là. Il était joueur d'arrêt-court au début, puis il est devenu trop gros pour la position. Là, on l'a bougé au 3e but, et quand il est arrivé dans les majeurs, il joue au champ gauche. Fait que, c'est un gars qui est obligé de s'adapter, puis c'est un athlète, Miguel, là. Il pouvait tout faire sur un terrain. Mais moi, j'adore Miguel, c'est un de mes préférés de tous les temps. Bien content que tu en aies dit un peu plus sur lui. C'est un joueur qu'on a tout regardé beaucoup. Je pense que tu m'avais conté aussi, il y a un joueur à l'époque, tu m'as déjà raconté ça, puis je trouvais ça fort intéressant. Si je ne me trompe pas, c'était Juan Pierre. Tu m'avais conté, il me semble que c'était comme une machine, le gars tout le temps le premier sur le terrain, le dernier à quitter. Tu m'avais conté une anecdote que je ne me souviens plus, en fait, là. Mais je sais que Juan Pierre, peux-tu nous parler un peu de ça, justement? J'ai adoré Juan Pierre. C'est un gars qui est arrivé en 2003. Puis pendant une pratique au bâton, au camp d'entraînement, j'étais dans le champ-centre avec lui, on se parlait, on apprenait à se connaître. Et puis, ce jour-là, il m'a dit, Pierre, il dit, on a l'équipe pour aller en série mondiale. Là, t'es là. OK, parfait, Juan, tu sais, yeah, OK. La série mondiale. Mais maudit, on l'a gagné cette année-là. Mais Juan, là, c'est un gars, j'ai jamais vu ça dans tous mes années, puis encore aujourd'hui. Les joueurs réguliers, quand ils jouent dans un match dans la Ligue des Pamplemousses, quand ils jouent 3 ou 4 manches ou 5 manches, après la 5e manche, ils peuvent s'en aller. C'est pour ça que vous allez voir un match des Pamplemousses en 5e manche ou en 6e manche. Tous les gars vont partir, les réguliers. Ils vont aller changer dans le vestiaire, s'entraîner. Juan Pierre, il restait toujours jusqu'au dernier retrait. Puis une journée, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu restes jusqu'à la fin? Tu peux t'en aller. Il dit, Pierre, je vais peut-être apprendre quelque chose sur un lanceur ou sur un joueur en défensive ou sur le bras d'un receveur parce que c'est un voleur de but, Juan Pierre. Mais oui. Puis à tous les jours, quand on allait dans un stade, un différent stade, il allait au champ-centre, il amenait un sac de balles puis il lançait les balles contre la clôture parce qu'il voulait voir comment que la balle était pour rebondir sur la clôture. Il roulait des balles le long du 3e but pour voir quand il était pour déposer son amorti, est-ce que la balle va rouler? Est-ce qu'elle a tendance à rouler en territoire des fausses balles? Fait que, c'est un gars qui ne laissait jamais rien pour le hasard. Les détails, ben lui, détails, là, c'était tellement important. Puis j'ai eu tellement de respect pour ce gars-là parce que son éthique de travail, c'était la meilleure que j'ai vue. C'en est un qui faisait toujours les playoffs, Juan Pierre. C'est quelqu'un qui se faisait échanger à la date limite souvent, puis qui faisait les séries, puis se rendait loin. C'est lui qui gardait Dontrell Willis dans le temps. Dontrell était un peu contrôlé dans le loose cannon, c'était un job, justement, c'était le travail de Juan Pierre, puis il était tellement bon avec les jeunes joueurs. C'était un gars là, que lui, tu fais dire c'est un leader, mais pas le genre, là, J'en ai vu des leaders, là. Crier dans le vestiaire après un match. Hey, let's go, on travaille à soir. Puis le premier roulant qui frappe à l'arrêt-court, il ne court pas au premier but. Fait que là, tu réalises ce gars-là, là, quand il parle. Là, ben non, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Hey, Pierre. C'est ça. Ben, attends un petit peu, juste aller avec ça, Pierre, c'est parce que tu sembles tellement, pour vrai, c'est la première fois que moi je te parle, tu sembles tellement un bon gars pour avoir apprécié ta run, ta carrière. Là tu es passé à autre chose, mais. Y a-tu un gars que t'as pas aimé? Wow! Tu sais, mettons, là, c'est pas un Québécois et il écoutera pas ça. Là. On peut-tu dire un gars que t'as détesté dans une autre équipe peut-être ou quelque chose? Ben, il y a un gars qu'on a eu avec les Marlins, puis je dirais pas que je l'ai détesté parce que c'était pas un mauvais gars, mais c'est pas un gars que j'aimais dans l'équipe. C'était Jorge Julio. Okay? C'est un releveur qu'on avait eu, puis c'est tellement comique le hasard, comment le hasard peut faire les choses. On l'avait acquis au camp d'entraînement, comme au mois de mars. Okay. Puis en début de saison, comme à fin avril, on était à Washington. Je me souviendrai toujours, on était à Washington. Et puis, c'est un lanceur de relève. Et puis, pendant la pratique au bâton, j'entends, tu sais, comme ça, là, comme t'appelais un chien. Puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis retourné vers les gars qui se lançaient ces lignes de côté. Puis, je jouais Jorge Julio, puis il me fait signe de m'en venir, tu sais. Fait que là, je le regardais, puis là, j'étais comme, moi. Fait que là, j'arrive, je m'en vais le voir. Puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, je voulais me lancer avec toi. J'ai dit, ben, ça me fait plaisir, mais je ne suis pas un chien. Fait que là, je le regarde, puis je le vois dans ses yeux. Je dis, hey, c'est quoi mon nom en passant? Fait que là, nous autres, on avait notre nom en arrière, hein, sur les uniformes de pratique. Fait que là, je le vois. Non, je dis, c'est quoi mon nom? Là, il me regarde, puis il dit, I don't know, Papi. Fait que là, j'ai réalisé, ce gars-là, là,
Lui, les détails, là, c'était pas important. Puis le pire, c'est Non, qu'on passait 3 heures par soir dans le même enclos. Je me lançais avec à tous les jours. Ah, ouais. Puis après le match, il y avait eu un match désastreux ce soir-là. Il avait donné comme 3 points, on avait perdu. Le directeur gérant l'appelle dans le bureau du gérant, puis il venait juste d'être échangé en Arizona. Wow. bye bye. Fait que je le croise en allant à la douche, puis il me regarde, puis il dit Oh, t'as beaucoup de pouvoir, toi, ici, hein? Je ne savais pas. Je dis Ouais, oublie pas ça. Et tu sais, bon, c'est un gars c'était pas un mauvais gars, mais c'était juste des fois, tu sais, quand on parle de Juan Pierre, puis de Miguel Cabrera, puis de Derek Lee, des gars là, qui sont allumés, des gars qui portent attention aux petits détails, ben lui, là, part de sa tête. Pas en tout. Ouais. Hey, Pierre, honnêtement, ça fait 50 minutes qu'on est avec toi. C'est On malade. pourrait parler encore une bonne heure. Puis honnêtement, je te lance l'invitation si ça te tente Ouais. de peut-être faire une autre entrevue, mais parler plus de ta carrière. Ouais. Wow. C'est beau. C'est un autre. On a dû voir un autre ring, là? Wow! Deuxième ring ici. Ça, c'est-tu malade? Mais Pierre, moi, je Oui, ça avait eu Eric. Ouais, exact. ben oui, mais je vais continuer avec ce que JF a dit. Moi, je te lancerai l'invitation comme très prochainement pour qu'on ait la barre parce que j'ai 1001 questions encore. N'importe quand. On va reprendre un autre 45 minutes. Je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour. Là. Il y a plusieurs noms et étapes dans ta carrière. Puis on n'a même pas parlé depuis la Série mondiale. Ouais. Fait qu'on reprend ça. On reprend ça très bientôt si ça te convient. Ma seule dernière question, par exemple, tu as été dans un vestiaire professionnel. Ouais. Tu en as vu pas mal dans ta vie. Puis au début, tu disais que tu étais un gros fan de hockey. La semaine qui vient de se passer avec le Canadien, de congédier des entraîneurs, puis quelques semaines après, congédier un autre entraîneur, tout ça. Comment tu vois ça, toi? Bien là, si j'étais un instructeur du Canadien, je ne répondrais pas au téléphone ou je n'irais pas dans le coin de Marc Bergevin. Parce que j'ai déjà dit rapidement, l'année qu'ils ont congédié Jeff Torborg pour amener Jack McKeon, bien, le soir qu'il a congédié Jeff Torborg, le directeur gérant m'a appelé à mon appartement. C'était comme 1h30 après le match. Il dit Pierre, c'était juste pour t'aviser qu'on vient de laisser aller Jeff Torborg, qu'on va le remplacer par Jack McKeon. Il me rappelle 10 minutes plus tard, puis il me dit Pierre, en passant, j'ai oublié de te dire, le fils à Dale Torborg, qui est en charge de notre conditionnement physique, a été libéré lui aussi. Le téléphone a sonné une 3e fois. Là, il m'annonce, il dit Pierre, on vient juste de décider de laisser aller Brad Arnsberg, notre instructeur des lanceurs. Fait que là, je lui dis si tu rappelles, je réponds pas. Je te jure, je réponds plus, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Fait qu'avec congédié 3 gars, fait que pour un gars comme Stéphane Waite puis ces gars-là, je peux comprendre exactement c'est quoi le feeling parce que c'est pas le fun. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile et puis malheureusement, tout le monde est engagé pour être congédié dans le sport. C'est là qu'on se rend compte que c'est une business. Hein? Même si on l'accepte puis on le comprend, c'est quand même difficile. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup, Pierre. Pierre, merci beaucoup. Puis c'est sûr qu'on remet ça comme. On va rebooker ça tout de suite après le GF. On continue avec Pierre anytime. Oui, je pense que ça va être intéressant parce que le métier de recruteur, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tout le temps vu ça. Je suis tout le temps comme, hey, ça, il me semble que je serais ça recruteur. Puis je suis sûr que tu as eu beaucoup de plaisir à être recruteur, mais tu m'as déjà aussi parlé des moins bons côtés d'être recruteur, des choses à accepter. Fait que ça peut être intéressant aussi d'en parler. Pierre. Plus de quoi? De bon côté. Ben oui, je suis convaincu de ça. Si tu as fait ça pendant combien? 24 ans, t'as dit? 24 ans sur le terrain puis 10 ans comme dépisteur. Ça. Tu ne fais pas 10 ans comme dépisteur s'il n'y a pas plus de bon côté. Exactement. Exactement. Encore une fois, merci Pierre, puis on se reparle bientôt pour booker une autre entrevue. Merci beaucoup, Pierre. Hey! Ça fait plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Salut. Hey Corb, quelle entrevue! Ça a été intéressant finalement. Pour vrai, je le connaissais un peu plus que toi, mais puis je savais qu'il pourrait être intéressant en fait. Je suis vraiment content. Comment tu as trouvé ça, toi? Ben, c'est un passionné de baseball qu'on a déjà un prochain rendez-vous avec pour la continuité. Je pense qu'on a juste effleuré là, tout ce qu'on pouvait, tous les sujets qu'on pouvait parler avec lui. Là, fait qu'on on va continuer. Moi, ça m'impressionne qu'un gars ait catché Pedro Martinez, Randy Johnson, Dontrell Willis, name it. Là, Andrew Miller, il nous parlait aussi. Il a côtoyé des gars comme Miguel Cabrera, Vladimir Guerrero, Ivan Rodriguez. Couple de Hall of Famer là-dedans. Là. Fait que moi, non, conquis, j'aime le gars, c'est un gars bien simple comme nous autres. Fait que non, j'ai vraiment trippé.
Puis honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris une bière avec un invité. Ouais, ben, je n'aurais pris une coupe. Disons que la semaine prochaine, on va remettre ça en bonne et due forme. Ouais. Corb, on invite les gens parce qu'on va avoir une prise 2 dès la semaine prochaine avec Pierre qui va venir parler du métier de recruteur comme tel, pas juste de son histoire. Je pense que ça va être très, très intéressant parce que... Juste pour situer les gens, là, moi, j'ai bien l'intention, Pierre en étant pro scout, là, un scout au niveau de la MLB pour les échanges, tout ça. Pierre étant en poste quand les Marlins ont liquidé Giancarlo Stanton, Christian Yelich, JT Realmuto, qui sont des vedettes là, dans la MLB. J'ai vraiment le goût de creuser, voir comment ça se passe à l'interne. Fait qu'on va aller dans ces sujets-là. Yes. On vous donne rendez-vous pour Part 2. Corb, merci encore une fois. On remercie Pierre d'avoir été là pour Part 1. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Bonne soirée, man. Merci tout le monde.